24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, début de campagne express lancé au Sénégal après un mois de tension liée au report de la présidentielle et le bras de fer entre le président Macky Sall et le Conseil constitutionnel. La date a été fixée au 24 mars, nous en parlerons. 20 ans requis contre Stanis Boujakera, le journaliste congolais accusé d'avoir fabriqué un document incriminant le renseignement militaire dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. Explication à suivre dans ce journal. Et en cette journée internationale du droit des femmes, nous recevons une femme d'exception, autrice, comédienne et engagée pour les droits des femmes. Née au Burkina Faso, Rukiata Ouedraogo est notre invitée exceptionnelle venue nous présenter son 4e livre, 3e roman, Un espoir rêvé. Roméo et Juliette dans un camp de réfugiés, une romance pour adolescents qui fera aussi plaisir aux petits comme aux grands. Moins de 15 jours pour faire campagne, c'est le défi que doivent relever les 19 candidats à la présidentielle sénégalaise, un mois après un bras de fer juridique et politique entre le président Macky Sall, le Conseil constitutionnel et une grande partie de la classe politique. La date du scrutin a été fixée au 24 mars, une campagne express lors du Ramadan, une première dans le pays. Notre correspondante Sarah Sako à Dakar nous en dit plus. Après un faux départ, c'est parti pour la campagne électorale au Sénégal. Elle démarrera ce samedi à minuit. Les candidats auront 12 jours au lieu de 21 pour sillonner le pays. Alors comment comptent-ils s'organiser sur un temps plus court et alors que cela tombe en pleine période de Ramadan ? Du côté d'un QG de campagne que nous avons joint, on nous explique que des ajustements vont être faits pour s'adapter aux contraintes. Entre autres, diminuer le nombre de meetings, faire de larges pauses au moment de la rupture du jeûne et des prières, ou encore démarrer la campagne en journée plus tard, puisqu'en cette période, les gens se couchent et se lèvent plus tard. Autre fait inédit dans une présidentielle au Sénégal, l'un des candidats est toujours derrière les barreaux. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, le remplaçant d'Ousmane Sonko, inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État et entre autres pour outrage à magistrat. Alors comment va-t-il participer à cette campagne? Va-t-il être libéré à la faveur de la loi d'amnistie votée mercredi? Voilà quelques-unes des questions que se posent les électeurs. En tout cas, les candidats sont d'ores et déjà convoqués dans les studios de la RTS, la radio-télévision sénégalaise, pour enregistrer leur premier clip de campagne qui sera diffusé dimanche. Chacun d'entre eux a droit à 3 minutes par jour durant toute la durée de la campagne qui s'achèvera vendredi 22 mars à minuit. On passe à la République démocratique du Congo où 20 ans ont été requis contre le journaliste Stanis Boujakera. Le directeur adjoint du média Actualité CD et correspondant de Jeune Afrique est accusé d'avoir fabriqué un document incriminant le renseignement militaire congolais dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. Le journaliste est poursuivi pour contrefaçon, faux en écriture, usage de faux et propagation de faux bruits. Aurélie Bazaraki Bangola s'est rendue à l'audience. Je ne suis qu'un journaliste. Mon travail est de collecter des faits. C'est ce qu'a martelé Stanis Boujakera devant le tribunal. Dans son réquisitoire, le procureur a accusé le journaliste d'avoir fabriqué et diffusé une note des renseignements civils incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. Le procureur accuse Stanis Boujakera d'avoir voulu, je cite, salir l'image du pays. Alors pour prouver sa thèse, le procureur s'est appuyé sur la comparaison de 3 signatures, des arguments qui ne tiennent pas pour les avocats de la défense. Il faut dire que dans le système juridique congolais, qui suit le modèle français, en matière pénale, la preuve est très déterminante, surtout pour ce qui concerne des infractions matérielles. Les infractions matérielles sont entre autres celles imputées à Stanis Boujakera. Et jusqu'à la clôture des débats, l'accusation a démontré de faiblesse pour produire une moindre preuve pouvant incriminer Stanis Boujakera, comme vous l'avez su. Alors, pas de preuve en matière pénale, ça amène au doute
et les doutes amènent à l'acquittement prévenu, ce que nous souhaitons et attendons. Depuis l'arrestation de Stani Boujakera il y a 6 mois, les appels se sont multipliés pour sa libération. Toutes ces demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Le président congolais Félix Tshisekedi avait même affirmé lors d'un point presse que Stani Boujakera est victime d'une justice, je cite, malade dans le traitement des dossiers. Le jugement a été mis en délibéré au plus tard au 20 mars. C'était l'affaire criminelle la plus suivie au Rwanda depuis des années. Le serial killer Denis Kazungu a été arrêté il y a 6 mois et reconnu coupable ce vendredi à Kigali du meurtre de 14 personnes, dont une majorité de femmes. Les précisions de notre correspondant Clément Diroma à Kigali. Denis Kazungu a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, dont meurtre, viol et torture, et donc condamné à l'emprisonnement à perpétuité par des juges rwandais ce vendredi à la haute cour de Nyarugenge, dans la capitale rwandaise. L'homme de 34 ans avait reconnu dès les premières audiences avoir tué au moins 12 personnes, dont une majorité de travailleuses du sexe qu'il attirait chez lui après les avoir rencontrées dans des bars locaux. Kazungu avait aussi affirmé s'être inspiré de films et séries sur de célèbres serial killer. Lors de son arrestation en septembre 2023, les enquêteurs avaient découvert plusieurs cadavres enterrés sous la cuisine de sa maison en banlieue de Kigali. L'affaire a été très médiatisée au Rwanda, en particulier sur des chaînes de célèbres youtubeurs. Et le verdict était attendu puisque le pays a un taux assez faible d'homicide. Accusé de viol par une femme, Denis Kazungu avait été arrêté une première fois en juillet 2023, puis relâché par les autorités faute de preuves. Lors de sa dernière audience, le condamné a affirmé qu'il n'avait rien à ajouter et a de nouveau admis sa culpabilité. 250 élèves ont été kidnappés par des hommes armés lors d'une attaque contre une école dans le nord-est du Nigeria, l'un des plus importants enlèvements de masse en 3 ans dans le pays. Le président Bola Tinubu a mobilisé les forces de sécurité pour tenter de les retrouver. On écoute le gouverneur de l'État du Kaduna. Durant mon mandat, aucun enfant ne sera oublié. Ils reviendront tous à la maison par la grâce de Dieu. Cette question du terrorisme préoccupe, vous le savez, toute la région, d'où la réunion de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près d'Abidjan. Les parlementaires de 10 pays côtiers étaient présents. Compte rendu de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Makamara. L'une des questions centrales de cette rencontre est de comprendre pourquoi des groupes djihadistes comme ceux présents au Burkina Faso s'attaquent à des mosquées et à des églises. La logique terroriste n'est pas une logique liée forcément au choix déterminé de communautés ou de religions, mais évidemment à des actions qui permettent d'avoir un retentissement. Pour prévenir toute escalade de la haine entre les différentes communautés, il est impératif de développer une stratégie nécessaire interreligieuse. Il y a une initiative locale qui est donc une initiative créée par les communautés religieuses où ils ont créé un forum où ils arrivent à se parler qui permet donc de désamorcer et de dire qu'en fait le terrorisme n'est pas une guerre d'une religion contre une autre, mais que c'est plutôt un phénomène qui a ses motivations qui ne sont pas forcément connues. Dans le Sahel, la situation sécuritaire demeure précaire. Face aux menaces djihadistes, des populations fuient les zones à risque. La Côte d'Ivoire a déjà enregistré dans sa zone frontalière au nord plus de 20 000 cas de réfugiés. On passe à la culture dans ce journal et en ce 8 mars, nous recevons une femme artiste et engagée pour le droit des femmes qui ne cesse œuvre après œuvre de démontrer la hauteur de son talent. C'est son 4e ouvrage, 3e roman. Un espoir rêvé est un Roméo et Juliette à la sauce burkinabé avec poulet bicyclette dans un camp de réfugiés. Vous aurez compris, une romance pour adolescents mais qui fera plaisir aussi bien aux petits qu'aux grands. Rukiata Ouedraogo, merci d'être notre invitée dans le Journal de l'Afrique. Merci à vous de me recevoir. Alors ça me fait vraiment plaisir. Donc malheureusement, l'actualité est moins gaie, évidemment. En cette journée de lutte pour les droits des femmes, je voudrais qu'on parle assez rapidement. Mais tout de même, c'est ce chiffre effrayant publié par l'UNICEF, je suis sûre que vous l'avez vu. 230 millions de femmes dans le monde ont été victimes de mutilations génitales, une hausse de 15%. On vous s'est très engagé sur cette question. Quelle est votre réaction ?
c'est difficile. C'est difficile. On se dit qu'on se bat. On essaye en tout cas de faire avancer les choses et ça ne fait que reculer. Et il y a la Gambie récemment qui veut totalement annuler, qui veut remettre l'excision en jour. Et je me dis que ces personnes sont... je ne sais pas s'ils comprennent ce que c'est que vraiment l'excision, l'impact que l'excision a sur la vie de la femme. Je veux dire, la vie des jeunes filles. Moi, j'ai été excisée à l'âge de 3 ans. J'ai vécu avec l'excision, je sais ce que c'est. J'ai accouché. J'ai eu mon enfant et en étant excisée, c'est très difficile. Je peux vous dire que c'est très, très difficile. J'ai eu une épisiotomie et 10 points de suture. C'est très compliqué. Et les gens, je pense que... Je ne sais pas comment convaincre les gens qu'il faut arrêter cette abomination. Moi, je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment une abomination sur la vie des femmes. Bon, en tout cas, vous continuez votre combat. Ça veut dire que le combat continue, tout simplement. Et que les choses ne sont malheureusement pas gagnées sur cette question-là. On passe au livre. Alors, le point de départ, c'est 2 adolescents, Lamine et Ella. Ils ont 16 ans. Ils vivent dans la misère, dans un camp de réfugiés. Et ça ne les empêche pas de s'aimer comme n'importe où dans le monde. Même si pour eux, l'avenir semble hors de portée. C'est ce que vous écrivez. L'avenir est un luxe de riches. Eux étaient au-delà de la misère. Exactement. Justement, pourquoi avoir choisi ce décor pour votre romance ? En fait, ça faisait quand même depuis longtemps que je mûrissais l'idée d'écrire une nouvelle, un livre autour de la situation que traverse mon pays, malheureusement depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, parler d'immigration, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et l'occasion s'est présentée à moi puisque j'ai été contactée par Rajo, qui avait déjà, en fait, Rajo et Cosette se sont réunis pour faire un livre avec 5 autrices. Donc, ils m'ont contactée et j'ai fait partie des 5 autrices. Et on a écrit une nouvelle autour du cœur, des histoires de cœur. Et moi, j'ai choisi d'écrire sur Ella et Lamine, sur ce camp. Et la nouvelle a beaucoup plu à Rajo, qui m'a contacté plus tard pour me proposer d'extraire les 2 protagonistes pour en faire un roman jeunesse. J'adore les défis, donc j'ai dit oui tout de suite. Et pour moi, mettre ça en lumière était important pour moi. Voilà, que les gens sachent ce que vivent les gens dans les camps déplacés et aussi ce que c'est que l'immigration, tout ce que les gens traversent. Ah, mais c'est extraordinaire. Vous racontez ce périple que traverse Lamine depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en France, en passant évidemment par la Libye. Comment vous expliquez, parce que le livre est très documenté, hein, on voit que évidemment vous avez fait beaucoup de recherches sur toutes les étapes. À votre avis, pourquoi est-ce que ça fonctionne toujours ? À un moment donné, il y a un passeur qui explique qu'il a une agence de voyage pour migrants. Mais il y en a. Mais c'est comme ça, en fait. On paye cher pour voyager dans ces genres de conditions. C'est beaucoup plus cher que la norme. Quand on voyage en avion légalement par la voie légale, c'est beaucoup moins cher que quand on voyage par la voie illégale. Et les gens profitent, ils se font de l'argent sur le dos de ces personnes. Et oui, il y a des clans, il y a des gens qui sont là pour ça, qui s'enrichissent. C'est une honte pour moi. Sur la misère. Sur la misère des autres. Oui, tout est préparé. Et c'est vrai que Lamine va traverser tout ça. Je tenais absolument à ce que Lamine migre aussi vers le sud-sud parce que c'est souvent le cas en fait. Oui, les gens partent pas forcément en Europe. Ils bougent. C'est la plus grande part de la migration. Et donc ça, je voulais, comme ce roman est adressé aussi pour des jeunes, pour la jeunesse ici en France, je voulais qu'elle découvre aussi la vie de ces personnes-là et de connaître tout le chemin que font ces gens. C'est un miroir vraiment que je tends à la société française afin qu'elle comprenne que les gens qui partent sont remplis aussi d'humanité, de dignité et qu'ils ont juste envie de se sauver quand ils partent. Ouais, ils ont juste envie de se sauver. Évidemment, on ne peut pas ne pas lire dans cette histoire une résonance aussi, quelque part avec votre vie, votre parcours, bien que différente. Mais vous êtes arrivé en France à l'âge de 20 ans, vous avez fait des petits boulots et puis vous avez, grâce aussi à votre travail, obtenu un diplôme d'art dramatique au cours Florent. Vous avez fait preuve de résilience et c'est ça aussi que vous vouliez montrer. Exactement. À travers Lamine, il y a des
petit morceau de moi. Oui. Moi, je sais que je suis arrivée quand même. Moi, je suis arrivée en avion. Il y en a qui arrivent à la nage. Oui. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là d'être accueillie ici. Je ne dirais pas à bras ouverts parce que le rêve, c'est désenchanté. Quand je suis arrivée ici, j'avais des rêves énormes. Et puis, finalement, je me suis retrouvée confrontée à la vraie réalité, aux vraies choses. Mais je me suis accrochée. Je me suis dit que je pouvais trouver ma place. Et effectivement, oui. Ah bah maintenant, c'est une star, donc forcément, c'est une star, écrivaine, comédienne, chroniqueuse radio. Elle est brillante, on l'adore. Rukiata Ouedraogo, un espoir rêvé chez Rajo. Voilà. Ne manquez pas ce livre, achetez-le, offrez-le à tous ceux que vous aimez et même ceux que vous n'aimez pas. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal d'Afrique. Merci à tous, restez avec nous et n'oubliez pas, on revient samedi et dimanche pour le nouveau Journal de l'Afrique. Merci.